Refondation des forces armées maliennes, le projet a été lancé aujourd'hui et pour le ministre Soumeylou Boubèye Maïga, il nous faut bâtir une armée de nos besoins. 1 milliard de francs CFA, la Suède par ce montant décide d'accompagner le Mali à faire face aux méfaits des changements climatiques. La convention a été signée ici à Bamako. Nous sommes lundi 2 décembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a quitté Bamako cet après-midi pour Paris, Bruxelles et Berlin. On le voit sur ces images, le président de la République est accompagné à l'aéroport de Bamako-Sénou par le Premier ministre, chef du gouvernement, d'autres membres du gouvernement et des corps constitués. À Paris, première étape de ce périple, Ibrahim Boubacar Keïta participera les 7 et 7 décembre en compagnie d'autres chefs d'État du continent au sommet sur la sécurité, sommet initié par le président français François Hollande. C'est donc parti pour le projet de refondation des forces armées maliennes et c'est le ministre de la Défense et des anciens combattants qui a lancé le projet. Il s'agira de revoir tout le dispositif afin de bâtir une armée de nos besoins, selon Soumeylou Boubèye Maïga. Et pour ce faire, 11 groupes de travail ont été constitués, nous dit Bourama Traoré. Pour la refondation de l'armée malienne, les choses se précisent davantage. Un projet initié dans ce sens est au centre d'une réflexion. Les chefs militaires maliens et leurs frères d'armes de l'EUTM et de la MINUSMA réfléchissent à la mise en place d'un outil de défense plus efficace et susceptible de préserver l'intégrité territoriale du Mali. Après la période de dépression que nous avons connue, nous essayons de trouver ensemble les meilleures voies et moyens pour renaître, reconstruire notre outil militaire. Au-delà de l'aspect strictement opérationnel, de reconstruire aussi sur l'aspect humain. Pour mener à bien les réformes des forces armées maliennes, 11 groupes de travail sont constitués. Ils réfléchissent notamment sur la doctrine et la restructuration des forces opérationnelles, le soutien logistique, l'organisation des formations et la gestion des ressources humaines. Bref, le projet de reconstruction des forces armées maliennes s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier point, c'est comment accroître les capacités opérationnelles de nos forces, comment faire en sorte que nos forces armées soient dans des formats adéquats et que la structure opérationnelle et territoriale soit la plus adéquate par rapport aux menaces que nous avons à combattre en permanence et qui sont les menaces fondamentales, et comment trouver une meilleure articulation avec les forces de sécurité intérieure. Le deuxième point porte sur l'effort qui devra être porté aux ressources humaines, d'abord par l'amélioration de la condition militaire, c'est-à-dire non seulement de leur formation, leur instruction, la gestion de leur carrière pour que la carrière, cette gestion-là soit la plus transparente possible et repose sur des critères objectifs de compétences, d'aptitude, mais aussi l'amélioration de la condition générale des militaires, c'est-à-dire les aspects non militaires de leur vie, tout ce qui touche à leur logement, à leur santé, à la vie familiale, à l'éducation des enfants. Et le troisième point, c'est comment insérer notre organisation, l'organisation de nos forces dans une perspective de sécurité régionale, de sécurité collective. Les réformes ainsi engagées visent à redorer l'image des forces armées maliennes, une image mise à mal suite à la crise sécuritaire au nord du Mali. L'arrestation de M. Amadou Aya Sanogo fait couler et continue de faire couler beaucoup d'encre. Et pour couper court aux rumeurs, le ministre de la Défense et des anciens combattants a réagi ce matin. Au micro de Bourama Traoré, Soumeylou Boubèye Maïga indique que l'arrestation de Amadou Aya Sanogo n'est pas une initiative du gouvernement. La procédure judiciaire qui est en cours n'est pas une procédure judiciaire à l'initiative de l'État malien. C'est une procédure judiciaire initiée à la demande des familles qui ont saisi le juge
pour savoir ce que leurs parents ils avaient aperçu à la télé au lendemain du 30 avril, ce qu'ils sont devenus. Dans cette procédure judiciaire, il y a un certain nombre de militaires que le juge a demandé à entendre, dont le général Sanogo. Comme cela se doit, en tant que département, nous devons donner notre autorisation, ce que nous avons fait. Parce qu'en aucun cas, le département de la Défense, comme les autres entités du gouvernement, ne sera un obstacle à une procédure judiciaire. Dans le cadre de cette procédure judiciaire, nous lui avons notifié sa convocation, nous l'avons informé de notre autorisation et sur la base, parce que le juge nous a saisi des mandats d'amener, nous avons été amenés à conduire devant. Nous ne sommes pas dans le fond. Ce que je peux dire simplement, c'est que sur ce dossier comme sur d'autres, tous les militaires qui sont des citoyens comme les autres, tous les militaires dont les tribunaux ou dont les juges auront besoin pour se faire une idée, pour conduire leur instruction, pour aboutir à des décisions, ben, nous ferons en sorte qu'ils soient devant les juges. Et sur ça, je suis très clair. Et demain, si c'était à refaire, nous le referons. Et chaque fois que quelqu'un devra être conduit devant les juges, nous le conduirons devant les juges. Tant que nous serons là, nul ne sera soustrait à une procédure judiciaire. Ceux qui se présenteront librement, c'est tant mieux. Ceux qui refuseront de se présenter, comme la loi nous y autorise, nous userons de la contrainte pour les y amener. L'autre titre de ce journal, le Royaume de Suède vient de faire une contribution de plus d'1 milliard de francs CFA à notre pays, laquelle contribution aidera à faire face aux méfaits des changements climatiques. Lamine Keita, compte rendu. Cette signature de convention entre le gouvernement du Mali, le Royaume de Suède et le Programme des Nations Unies pour le développement consacre le démarrage effectif du renflouement du Fonds climat du Mali, qui vient de voir la Suède lui remettre 1,146 milliard de francs CFA. C'est pour faciliter la mise en œuvre de la politique nationale du Mali en matière de changement climatique à travers son plan d'action. Au cours de la cérémonie, l'ambassadeur de Suède au Mali a indiqué qu'avec les actions communes, leurs défis seront relevés. Les défis en la matière sont énormes, mais ils sont à notre portée si nous restons convaincus que les transformations sociales, structurelles et économiques demandent pour être efficaces et durables. Des actions synergiques de tous les acteurs clés. Le représentant adjoint du PNUD au Mali a remercié le gouvernement suédois pour cette contribution. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a estimé que cette contribution va renforcer la capacité de l'Agence pour l'environnement et le développement durable. Le Fonds climat se présente sous la forme d'un fonds d'affectation spéciale multipartenaire. À ce titre, il reçoit et il est habilité à recevoir des contributions financières de divers horizons. Les coopérations bilatérales, coopération multilatérale, secteur privé. La Suède prévoit de mettre à la disposition du Fonds climat Mali au total 2,680 milliards de francs CFA. Un atelier de sensibilisation sur l'acte uniforme sur le droit commercial général est organisé depuis ce matin à l'hôtel Radisson Blu. La session, qui va durer 2 jours, regroupe les membres de la famille judiciaire, des représentants du ministère de l'économie et des finances, compte rendu signé Isaac Thionou. Deuxième du genre en Afrique, cet atelier a pour objectif de sensibiliser sur l'acte uniforme relatif au droit commercial général, ce qui permettra de favoriser l'accès des entreprises au marché et jeter les bases d'un entrepreneuriat populaire. Pendant 2 jours, les participants seront mieux informés sur le statut de l'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur est un outil remarquable, imaginé et mis en œuvre par le législateur OHADA pour le développement du secteur privé et l'inclusion de l'informel dans le formel. Il vous revient, au cours de ces journées, de faire l'état de la question, d'identifier les principaux défis en vue de présenter un ensemble de recommandations pour la mise en œuvre effective du statut de l'entrepreneur, j'allais dire
de l'internalisation du statut de l'entrepreneur. Le constat a été fait que près de 85% des acteurs économiques du continent évoluaient dans l'économie informelle plutôt que d'exercer comme commerçants ou opter pour l'une des formes de société prévues par la loi. L'atelier vient à point nommé en ce qu'il constitue une réponse appropriée à la et de vulgarisation par les acteurs et consommateurs du droit communautaire OHADA. Prennent part de l'économie des finances, des impôts, du guichet unique et de l'UNPS. Visite de terrain pour le ministre du Logement. Le ministre du Logement a visité ce matin le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics. L'objectif était de s'enquérir des conditions de travail du personnel du centre. Moussa Fane. Cette visite du ministre du Logement a concerné le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics, CNREX BTP. L'établissement public à caractère scientifique et technologique est chargé d'entreprendre des études concernant les matériaux de construction et les systèmes constructifs, ainsi que les sols, fondations et essais technologiques. Ici, le problème évoqué est la méconnaissance du centre par le grand public. Nous sommes une structure de l'État qui a pour vocation de faire des études en ce qui concerne la relation des constructions, de faire des contrôles pendant l'exécution des travaux et on ne le souhaite pas, de faire des expertises sur des bâtiments existants ou bien des bâtiments qui vont avoir des problèmes. Nous avions ici en place une étude qui sait pourquoi elle est là et qui est engagée à relever tous les défis. Nous avons fait le point sur ce qui manquait, sur ce qui restait à faire. Et nous avons constaté, je crois que c'était un peu le plus grand défi, le fait que le centre ne soit pas suffisamment connu au-delà des milieux professionnels. Je pense qu'il y a un travail important à faire pour que le centre soit connu. Le ministre s'est dit satisfait de la visite. Pour lui, les autorités doivent s'approprier du centre pour le faire connaître au milieu professionnel. Au cours de cette visite, le ministre a rencontré les travailleurs du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics. Les échanges ont porté sur les prestations du centre et les différentes possibilités de faire mieux connaître la structure. La réflexion sur la note conceptuelle de l'approche de développement des agropoles et des éléments essentiels pour la mise en œuvre de cette approche. Le thème est au centre d'une rencontre organisée dans la capitale des Balanzans. Je voudrais parler de Ségou. Les ministres Bokari Tereta et Nango Dambélé ont lancé les travaux, nous dit notre correspondante à Ségou, Doussou Sangaré. Cette rencontre de 10 jours a pour objectif de contribuer à l'identification du programme de résilience des petites exploitations agricoles familiales au Mali dans le cadre de la mise en œuvre d'une agriculture durable, moderne et compétitive afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Il s'agit effectivement de mener la réflexion autour de deux axes. C'est de concevoir un programme de résilience des exploitations familiales d'une part et de l'autre part de réfléchir sur les modes d'opérationnalisation de ce que nous avons appelé les agropoles. Pour le ministre du Développement rural, le Mali doit être une puissance agricole exportatrice de denrées alimentaires. Nous avons réfléchi, nous avons discuté, nous avons rencontré les cadres et nous avons estimé que les meilleurs choix aujourd'hui, c'est vraiment d'engager la promotion du développement rural. Nous avons donc pris la décision de les retirer de Bamako pour venir ici à Ségou, ensemble pendant quelques jours, discuter, nous mettre d'accord sur les choix et les conditions de mise en œuvre de ce choix. Malgré ses potentialités, le Mali connaît des crises alimentaires, d'où l'adoption de nouvelles mesures afin de satisfaire la consommation intérieure et de faire du pays un exportateur de céréales. Le Conseil national de la jeunesse du Mali a un nouveau bureau dirigé par Mohamed Salia Touré. Il a été élu au terme du 4e congrès du CNJ qui a eu lieu à Caille. Composé de 27 membres, le nouveau bureau a rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports pour lui présenter les axes qu'il entend développer au cours de son Al-Juma Tina. Celui qui aura désormais la responsabilité de conduire le Conseil national de la jeunesse du Mali CNJ pour les 3 années à venir s'appelle Mohamed Salia Touré.
Il vient de succéder à Abdoulaye Touré à ses postes à l'issue du 4e congrès ordinaire du CNJ, dont les travaux se sont déroulés les 27 et 28 novembre à Caille. Le nouveau bureau mis en place a aussitôt voulu faire une prise de contact avec le département dont il relève. Occasion pour le ministre Diarra de lui prodiguer des conseils avant de l'inviter à être l'un des acteurs clés du processus de réconciliation entamé par l'État. La transition institutionnelle est finie au Mali. Et il n'y a pas de raison qu'au sein des jeunes, on ouvre une page de transition. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, les défis qui nous attendent ne peuvent pas attendre plus longtemps. Nous sommes un pays qui repart. Nous avons la chance et le bonheur d'être jeunes et donc d'être capables, d'être à un âge où nous pouvons apporter à notre pays. Membre du comité exécutif sortant, M. Touré et son équipe entendent apporter un souffle nouveau à cette structure qui regroupe la jeunesse malienne et qui a été secouée par plusieurs problèmes ces dernières années. Cette rencontre que nous venons d'avoir avec le ministre de la Jeunesse et des Sports avait deux objectifs. Le premier, c'était de lui présenter d'abord le bureau. Le deuxième objectif, c'était de lui présenter les grands axes de notre programme. Et ce programme, il s'articule autour de 4 axes essentiels. Le premier, c'est de travailler à relever le Conseil, à lui donner une vraie crédibilité aux yeux des jeunes. Le deuxième axe, accompagner les autorités dans le processus de réconciliation nationale. Pour le nouveau bureau composé de 27 membres, le sentier qui attend le CNJ est vaste. Toutes nos excuses pour la qualité défectueuse du son de cet élément. C'est parti depuis ce matin pour la Semaine africaine des technologies de l'information et de la communication. Initiée par l'AGETIC, cette semaine vise à promouvoir l'utilisation des TIC et célébrer le rôle par celle-ci dans le développement de l'Afrique et du Mali en particulier. Mamounou Ould Mamounou. Promouvoir le panafricanisme, la renaissance africaine à travers l'éthique vers la vision 2063 de l'Union africaine, c'est le thème de la Semaine africaine des technologies de l'information et de la communication. À travers cette semaine, l'AGETIC entend vulgariser l'utilisation d'éthique au service du développement. Les technologies de l'information et de la communication, on l'a dit, elles sont incontournables, elles sont le passage obligé vers le développement et elle a un apport certain et pour les pays et pour les populations. Il faut faire en sorte que les citoyens africains puissent bénéficier de cet apport. Donc il faut amener les gens à utiliser les technologies en montrant tous les bénéfices que chacun peut tirer de l'utilisation de ces technologies. Pendant toute la semaine, des activités seront menées comme entre autres la formation gratuite en informatique, une vidéoconférence sur le panafricanisme. Certaines innovations ont été apportées dans le cadre de cette semaine africaine d'éthique. Que ce soit les services publics comme le privé, nous avons vu qu'il y a des cyber gratuits dans chaque commune. Il était difficile d'organiser des activités dans une ou deux régions en laissant les autres. Donc ce qu'on a voulu faire et qu'on a pu réaliser, c'est un débat sur le panafricanisme ici et qui sera retransmis par vidéoconférence à Caille et à Sikasso. Ce mercredi 4 décembre est dédié à la journée sans papier à l'AGETIC. Une journée au cours de laquelle toutes les tâches quotidiennes des agents seront exécutées en ligne. Elle vise à faire de l'utilisation d'éthique un réflexe et à faciliter les conditions de travail en termes de gain de temps et de la réduction des dépenses. L'éthique, le même événement est célébré à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, et cela jusqu'au 6 décembre prochain. Promouvoir le panafricanisme, la renaissance africaine à travers l'éthique vers la vision 2063 de l'Union africaine. Il s'agira au cours de la rencontre de 5 jours de discuter des enjeux de développement d'éthique en Afrique, d'échanger sur des questions de gouvernance de l'Internet et débattre de la gestion des spectres et de la transition vers le numérique. L'objectif final est produire un document contenant les défis majeurs du continent en matière d'éthique. Plusieurs délégués prennent part à la rencontre. La délégation malienne au rendez-vous d'Addis Abeba est conduite par Etienne Koulibaly du ministère de la Communication. C'est ce que nous signale notre correspondant
à Addis Abeba, Alassane Djambélé. L'organisation s'occupant du respect des droits de l'homme Amnesty International a organisé ici à Bamako, à la Maison de la Presse, une conférence de presse. Il s'agissait de dévoiler à la presse le contenu de son rapport intitulé « Un agenda pour les droits de l'homme au Mali ». Le rapport fait le bilan de près de 2 ans de crise au Mali, notamment la problématique de l'atteinte aux droits de l'homme. Youssouf Diakité a suivi ce point de presse. Cette conférence de presse avait pour objectif de dévoiler le contenu du rapport d'Amnesty International à l'opinion nationale et internationale. Le du rapport est intitulé « Agenda pour les droits de l'homme au Mali ». Ce rapport fait le point sur les 2 années de crise qu'a connu le Mali et il se veut un agenda pour les droits humains. C'est un dialogue que nous faisons avec les autorités et les autres parties au conflit pour proposer des voies pour sortir de la crise. Et il nous semble que malgré tous les efforts faits par le gouvernement en termes de réconciliation, d'élection, il faut que les droits humains soient au centre de la problématique. Les journalistes ont tout naturellement posé des questions relatives à la continuité de ce combat pour les droits humains et aux conférenciers de répondre que ce combat ne s'arrêtera jamais. Fin hier à Gao du forum régional sur la réconciliation, la paix, le chemin et la voie c'était le week-end dernier. Plus de 500 participants venus des cercles de Bourem, Gao, Ansongo et Menaka ont rencontré les différents experts venus de Bamako justement pour parler de paix. Nos envoyés spéciaux à Gao, Moussa Ari Meiga et Aluseni Touré. À Gao, nous avons entendu des sermons de colère contre un État qui fut absent à un moment fatidique. Mais nous avons aussi entendu des cris de cœur pleins d'espoir pour qu'enfin les choses changent dans la bonne direction. Que l'administration soit réinstallée en urgence et assainie. Que les forces de défense et de sécurité soient redéployées et renforcées. Que les exilés rentrent dans les conditions les meilleures. Que les peines des résidents assiégés soient prises en compte. Que la jeunesse trouve son emploi pour échapper à la tentation. Que le dialogue national se poursuive dans d'autres cadres intra- et intercommunautaires. Que les femmes et les jeunes soient davantage impliqués dans la prise de décision. Que les autorités traditionnelles soient dûment réhabilitées. Que la régionalisation soit effective, sans délai, avec les transferts attendus. Donc là, un extrait du discours prononcé par le ministre délégué en charge de la décentralisation Malik Aluseni. Demain, nous reviendrons plus en détail sur le forum de Gao avec nos envoyés spéciaux, donc Moussa Arimeiga et Aliou Touré. Les travaux du 4e congrès ordinaire de la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali se sont achevés hier après-midi au Palais de la Culture de Bamako. À la fin des travaux, Yaya Zankoulibaly, l'ancien président a été élu pour un nouveau mandat de 5 ans. Reportage signé Abdrahman Meiga. Yaya Zankoulibaly succède à lui-même à la présidence de la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali. Il est à la tête d'un bureau de 25 membres, dont 6 femmes. Ce nouveau bureau, élu pour 5 ans, a pour mission de poursuivre tout en consolidant les acquis dans la promotion de la santé communautaire, notamment la poursuite de l'implantation progressive des ASACO, l'amélioration de la qualité des prestations et la lutte contre les maux qui minent ce secteur. Ma satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, la famille de la santé communautaire s'agrandit et la santé communautaire est en train d'être comprise, non seulement par les autorités politiques administratives, les collectivités territoriales, mais aussi et surtout par les acteurs, les responsables des associations de santé communautaire. Ce 4e congrès ordinaire a également permis aux participants d'examiner le rapport moral du bureau sortant et de faire le toilettage des textes régissant la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali. Donc les ressources, exactement, je pense que nous comptons sur nos propres forces, mais nous comptons sur l'État, sur les partenaires techniques et financiers pour nous accompagner afin d'aller exactement à la mise en œuvre effective de nos missions de services publics vers la population. Ce 4e rendez-vous a également été l'occasion pour les participants d'apprécier les résultats enregistrés pendant les 19 ans d'existence de la Fédération.
Créée en 1994 avec seulement 44 associations, la grande famille de santé communautaire compte de nos jours plus de 1300 associations. Elle évolue dans le domaine de la lutte contre la pauvreté par l'offre de soins de santé à moindre coût aux populations. Le syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC a décidé de lever son mot d'ordre de grève qui devrait commencer demain. La déclaration est lue ici par Mamadou Tangara, secrétaire aux revendications du bureau national du SNEC. Des propos recueillis par Garibou Pérou. Déclaration du BN SNEC. Suite au préavis de grève déposé par le BN SNEC le 19 novembre 2013, une commission de conciliation a été mise en place par arrêté numéro 2013 4506 du ministère de la fonction publique, secrétariat général du 2 décembre 2013. Au terme des discussions, les parties ont convenu de ce qui suit. 1. Du maintien de tous les directeurs et enseignants des écoles communautaires transformées en écoles publiques à leur poste et dans leurs fonctions, jusqu'à l'intégration de ceux-ci dans la fonction publique des collectivités. Le gouvernement s'engage à donner des instructions à tous les directeurs d'académie et des centres d'animation pédagogique afin que tous les directeurs et enseignants des écoles communautaires concernés soient maintenus à leur poste et dans leurs fonctions jusqu'à l'intégration conformément aux critères qui seront définis. 2. De l'accélération du processus d'intégration, chantier du projet de l'arrêté d'intégration. Les dispositions ont été prises pour le démarrage du processus d'intégration des enseignants des écoles communautaires. Le département de tutelle s'engage à faire reprendre les travaux de la Commission nationale d'intégration des enseignants des ECOM en janvier 2014. 3. Du paiement mensuel des salaires à terme échu des enseignants des écoles communautaires transformés ou pas de la région de Mopti. Le paiement mensuel de la subvention dans la région de Mopti est déjà une réalité. Toutefois, le gouvernement s'engage à s'investir davantage pour corriger les irrégularités constatées. Compte tenu de toutes ces avancées, le BN-SNEC décide de lever son mot d'ordre de grève prévu les 3 et 4 décembre 2013 pour sa branche communautaire et invite ses militants des écoles communautaires à se rendre à leur lieu de travail. Le BN-SNEC remercie ses militants des écoles pour leur engagement et leur mobilisation. Bamako, le 2 décembre 2013, pour le BN-SNEC, le secrétaire aux revendications, Mamadou Tangara. Comment orienter l'apport des migrants vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement? La question était au centre d'une rencontre tenue à Paris samedi dernier. La rencontre a été initiée par la coordination des associations communales du Cercle de Caille en France. Reportage Makanfin Konaté. Les produits artisanaux maliens dans les paniers à cadeaux de Noël, c'est le pari qui s'est fixé le Haut Conseil des Maliens de France en initiant cette foire exposition. Après 4 éditions, l'événement gagne en maturité et s'impose désormais dans les agendas de fin d'année en France. Voici 5 ans que nous avons commencé cette belle aventure avec le Haut Conseil des Maliens de France. Une entreprise audacieuse à laquelle peu de gens croyaient. L'artisanat représente une part très importante du poumon de l'économie malienne. Le secteur est surtout dominé par les femmes. Soutenir et promouvoir ce secteur, c'est consolider la base de toutes les familles, d'où l'intérêt accordé par le Haut Conseil des Maliens de France à ce secteur. Selon le consul général du Mali en France, l'artisanat est le meilleur ambassadeur d'un pays à l'extérieur. En venant à cette quinzaine, les artisans du Mali contribuent à la promotion de la culture de leur pays. L'artisanat est quand même une vitrine de la culture d'un pays à l'extérieur. Je pense que c'est à raison de cela que tous ici, je vous considère comme étant aussi des ambassadeurs du Mali en France pendant cette quinzaine, parce que vous venez avec une part de la culture du Mali. Cette foire expo qui se tient à l'hôtel de ville de Saint-Denis durera une semaine au cours de laquelle des dégustations de plats maliens seront organisées. Tous les produits de l'artisanat malien seront également disponibles à toutes les bourses.
Voilà, nous rectifions avec vous. C'était plutôt le lancement de la 5e édition de la foire artisanale des Maliens de France. 6e édition de Gorée Diaspora Festival Week-end. C'était le week-end dernier à Gorée. Gorée se trouve au Sénégal avec comme thème la préservation du patrimoine, les enjeux et impacts sur le développement local. Le Mali était l'invité d'honneur. Compte rendu signé avec notre correspondant à Dakar, Suleiman Kantara Sissoko. L'île de Gorée, située au large d'Afrique, est classée patrimoine mondial de l'humanité depuis 1978 par l'UNESCO. Force est de constater que la situation de l'île est de nombreux bâtiments sont abandonnés, dégradés ou en péril, et l'érosion maritime attaque dangereusement le littoral. Ainsi, l'organisation de cette 6e édition de Gorée Diaspora Festival est l'occasion pour faire un plaidoyer fort pour la valorisation du patrimoine de l'île Mémoire. Préservation du patrimoine, enjeux et impact sur le développement local. Le Mali a été choisi invité d'honneur parce qu'il est un des berceaux de la culture africaine avec son riche patrimoine culturel. Et le journal de la commune de Gorée, l'Insulaire, dans un numéro spécial, a choisi de faire un édito en images mettant en parallèle deux sites remarquables du patrimoine mondial que sont Gorée au Sénégal et Tombouctou au Mali. Le centre socio-collectif a accueilli un colloque autour du thème du festival où d'éminents chercheurs et autres personnalités ont fait des communications suivies de débats sur Gorée et le patrimoine africain en général. Gorée est préservé et qu'il y a un développement. Le développement concerne non seulement l'île de Gorée, mais concerne tout le Sénégal et concerne toute la sous-région, parce qu'il y a une filière qui s'était installée. Beaucoup de touristes que nous, on recevait, venaient au Sénégal visiter Gorée, visiter Saint-Louis, peut-être un peu la Petite Côte, et continuer sur le Mali. Et ça a été un peu freiné à cause de ce qu'il y a eu au Mali. Quelles que soient les causes, la dégradation du patrimoine est non seulement une occasion de notre passé, mais aussi et surtout un refus de droit à l'héritage des générations futures, en somme, une hypothèque sur l'avenir de l'humanité. D'où l'appel à la sauvegarde de Gorée. Gorée a peur, Gorée se meurt. Fin des travaux de la réunion de suivi du projet d'élargissement du dialogue islamo-chrétien ici à Bamako. Les délégués venus de l'intérieur et du district de Bamako ont formulé des recommandations au nombre desquelles la formation des prêcheurs chrétiens et musulmans sur le dialogue, la création d'un centre de formation des imams. Moussa Fane. Répertorier les points de convergence entre les religions chrétiennes et musulmanes pour favoriser les dialogues islamo-chrétiens. Élaborer un document sur l'importance du dialogue entre les deux religions monothéistes. Ce sont là quelques-unes des recommandations de la réunion de suivi du projet d'élargissement du dialogue islamo-chrétien. Une rencontre initiée par l'Association malienne pour la paix et le salut. La séance de travail vise à faire régner un climat de tolérance et de cohabitation entre les confessions religieuses dans notre pays. Nous allons mettre sur place une commission chargée de suivi de toutes ces recommandations-là pour la mise en œuvre. C'est vrai, il n'y a pas de problème entre les deux confessions, mais on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. C'est après les crises qu'on demande aux musulmans et les chrétiens de faire des propositions. Donc il ne faut pas attendre des crises, il faut prévenir. Il faut d'abord connaître sa propre religion pour pouvoir dialoguer avec la religion des autres. Donc l'Église doit, par le canal de ses prêtres, de tous ceux qui font les animations, et tous les responsables religieux, une sensibilisation pour qu'on puisse mieux connaître notre religion et commencer à connaître aussi la religion de l'autre, et pour pouvoir dialoguer. La rencontre a permis aux participants de débattre de l'importance du dialogue islamo-chrétien. À l'issue de la réunion, les adeptes des deux confessions religieuses ont formulé des bénédictions pour la paix et la stabilité dans notre pays. L'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali a 50 ans. Pour marquer l'événement, elle vient d'organiser dans la salle Lamissa Benkali à Sikasso une grande rencontre d'échange et de prière pour la paix et la réconciliation. ORTM Sikasso, Daouda Djakite.
C'est la salle Lamissa Bengali de Sikasso qui a servi de cadre aux festivités marquant les 50 ans de la création de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali, AGMPM. Ils sont des centaines de serviteurs de Jésus-Christ à faire le déplacement de Sikasso pour participer à ces instants de prière, de communion et de louange. Un jubilé placé sous les signes de la paix et de la réconciliation nationale. Il faut la réconciliation pour que la vraie paix puisse être là. Outre la présentation de l'historique de l'AGMPM par le délégué général et révérend Youssouf Dambélé, plusieurs autres temps forts ont retenu l'attention des invités, entre autres, les chants d'adoration de la chorale 2, les messages de paix, de cohésion pacifique entre les confessions religieuses et la prière pour la nation. Malgré la grave crise qui a secoué notre pays, le Mali reste sans conteste un pays de paix et de pardon. Le cinquantenaire de votre organisation coïncide avec une période cruciale de la vie de la nation malienne. Qu'il me soit permis de vous inviter à prier davantage pour que notre chère nation recouvre la paix et sa solidarité jadis citée en exemple. Rappelons que l'AGMPM, créé il y a 50 ans, comprend 50 membres, 12 missions, 15 groupements d'églises et 23 membres associés et couvre tout le Mali. Les rideaux sont tombés sur les travaux du Forum des femmes à Kirina. Organisé par la CAFO, le forum a regroupé plus de 300 femmes de tous les horizons et toutes les sensibilités. Plusieurs conférences débats sur les thèmes femmes, paix et justice durable ont été animées. Les femmes ont adopté une déclaration commune dite l'appel de Kirina. Envoyés spéciaux à Kirina, Samba Dagamaïsa et Batraoré. Ouvert par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, les travaux du Forum de Kirina ont porté sur plusieurs conférences débats relatifs à la paix et à la cohésion sociale. La solidarité entre femmes rurales et urbaines a été longuement discutée. L'accent a été mis sur la diversité culturelle comme facteur de cohésion sociale. L'une des particularités du forum a été la forte représentativité des femmes du Septentrion. Nous devons nous mettre ensemble pour chercher par tous les moyens à essayer de convaincre nos semblables, chacun dans sa diversité, pour essayer de ramener une paix durable dans notre pays. L'engagement des femmes pour une paix juste et durable est désormais unanime. Pour illustrer cette volonté, elles ont choisi des aiguilles pour raccommoder le drapeau du Mali. Mais le fait marquant de ce forum a été l'adoption par les femmes d'une déclaration commune en faveur de la paix, une déclaration dénommée Appel de Kirina. Les femmes ont décidé désormais d'être ensemble, qu'elles ne soient pas considérées comme femmes rurales, comme femmes urbaines, comme femmes du Nord, comme femmes du Sud. Et unanimement, on s'appelle femmes du Mali pour notre grand Mali. Nous avons décidé d'accompagner notre gouvernement dans la recherche de la paix. Les femmes ont décidé aussi désormais que toute action qui va s'entreprendre pour pouvoir restaurer la paix au Mali, elles vont s'impliquer. Cette initiative des femmes de la CAFO bénéficie du soutien des autorités du pays. Les femmes ont choisi Kirina, ça a son sens, pour venir chercher comment coudre le Mali. S'il y a cohésion entre toutes les femmes du Mali, ça ne peut que faciliter la tâche du ministère. Et quand le ministère a la tâche facile, je crois que ça lui permet vraiment de s'occuper des vrais problèmes des femmes, des préoccupations des femmes. À en croire de nombreux observateurs, le forum de Kirina a été une réussite tant sur le plan organisationnel que pour l'atteinte des objectifs. Les femmes entendent pérenniser cet acquis. La ville de Bougouni dispose désormais d'un centre comprenant des services sociaux de base et une mosquée. Ce centre a été réalisé grâce au concours de l'ONG Al-Farouk et ses partenaires Dubaï Charity et la fondation Cheikh Tami à hauteur de 40 millions de francs CFA. Compte rendu, Nouroum Sissoko. Un bloc de 3 salles devant servir de lycée franco-arabe, un dispensaire, une mosquée, un puits à grand diamètre et des toilettes. Voilà la composition du centre construit par l'ONG Al-Farouk dans le quartier Heremakono à Bougouni. Ce centre a coûté 40 millions de francs CFA à l'ONG et ses partenaires. Il doit permettre d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. La population, c'est nos populations, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos sœurs qui ont besoin de tous des infrastructures. La santé est importante pour la vie humaine, l'éducation est encore important, l'hydraulique, l'eau qui accompagne la santé aussi.
et en plus la mosquée qui est pour les accompagner à leur culte. Les autorités du Bani Monotié ont apprécié la réalisation de ces infrastructures. À la communauté tout entière, tout simplement, je demande de fréquenter en tout cas ces joyaux pour qu'ils soient utilisés à bon escient. Signalons que ce lycée franco-arabe est une première dans la ville de Bougouni. La transition est toute trouvée pour ouvrir la page chronique santé de cette semaine qui s'intéresse à une initiative visant à promouvoir la santé, celle d'une volontaire canadienne du Centre d'études et de coopération internationale. Armande Béjim, c'est son nom, malheureusement qui n'est plus de ce monde, a fait au Mali la promotion de la santé entre 2006 et 2010 à travers une plus grande implication des groupements de femmes dans la gestion de la santé. L'initiative, appuyée aujourd'hui par un fonds de sa famille, permet d'augmenter le taux de fréquentation du CESCOM de Yurimadio. Notre équipe de reportage est allée voir Focus Santé, une réalisation de Tchissira Emmanuel Dambélé. Au centre de santé communautaire de Yurimadio, les femmes du comité des utilisatrices du CESCOM sont toujours actives. Depuis 2011, une cuisine collective leur permet d'appuyer le personnel et les patients qui passent par ce centre. Mais le gros du travail, c'est l'information, la communication pour faire mieux connaître le CESCOM et améliorer la santé de la femme et de l'enfant. Les femmes qui sont ici, on peut les considérer aussi comme des relais. Elles appuient la sage-femme dans ses activités. Elles font des démonstrations nutritionnelles aux côtés de la sage-femme. Elles montrent aux femmes comment préparer des bouillies améliorées données aux enfants. Elles font ça non seulement au niveau du CESCOM, aussi dans leur zone. Elles servent aussi de relais à côté de la SACO. Parce qu'elles font des mobilisations dans leurs différents secteurs. Donc grâce à ces femmes, le taux de fréquentation du CESCOM a augmenté. Entre 2006 et 2010, Madame Béger a appuyé la Fédération nationale des associations de santé communautaire au Mali. Elle a identifié une cinquantaine de groupements de femmes par lesquels elle est passée pour faire face à ce qu'elle a considéré comme un problème dans la plupart des CESCOM du Mali. Le problème qui a été identifié, ça c'est un manque de mobilisation communautaire autour des questions de santé. Pour pallier à cette mobilisation, elle a voulu impliquer les femmes parce qu'elles sont les premières à s'occuper de la question de santé de la famille. Donc en les impliquant, elle peut mobiliser leurs pairs pour pouvoir bonifier un peu le taux de fréquentation au niveau des CESCOM. Aujourd'hui, avec le fonds qui porte son nom, les femmes de Yurimadio ont contribué à faire connaître le centre de santé de leur quartier tout en améliorant son taux de fréquentation. Le comité a été mis en place en 2009 et ces femmes ont travaillé au niveau de la communauté pour non seulement expliquer aux femmes les prestations qui sont faites au niveau du CESCOM, et ceci a permis à quand même beaucoup de gens qui partaient chercher des services au niveau des CCRF, au niveau des hôpitaux, de venir au niveau du CESCOM pour avoir ces services-là. Et donc le taux a effectivement beaucoup. Parce qu'actuellement on était à 60 malades par jour, mais actuellement nous sommes à 80-90 malades par jour. Donc chaque fois que les malades viennent, ils nous disent qu'effectivement les femmes nous ont rencontrés, nous ont expliqué les services que nous faisons, et cela a apporté vraiment un bonus par rapport à nos activités. Les femmes fréquentent aujourd'hui beaucoup les CESCOM. Nous pouvons souvent compter 80 patients en consultation. Certains sont obligés de vaquer à leurs occupations pour revenir occuper leur rang. Le CESCOM est très fréquenté et souvent débordé. Les femmes de Yurimadio servent d'efficaces couloirs de transmission entre l'association de santé communautaire et les patients. La cuisine du comité des femmes utilisatrices du CESCOM apporte un appui alimentaire aux mamans des enfants hospitalisés à l'unité de récupération nutritionnelle intensive du CESCOM. La méthode inspire déjà puisque les femmes de Yurimadio sont allées expliquer leur expérience dans les CESCOM de Caï qui comptent procéder de la sorte pour se faire connaître auprès de la communauté et améliorer leur taux de fréquentation, par la même promouvoir la santé de la femme et de l'enfant.
Sport football, championnat national de Ligue 1. Hier, 2 matchs se sont disputés au stade Modibo Keïta au compte de la deuxième journée. Le COB et l'ASB se sont séparés 1 but partout. Le stade malien de Bamako a assuré le strict minimum 1-0 face au CSD. Le résumé de ces 2 matchs avec Siragatou Sissé. En jouant à domicile pour la première fois de la saison, le stade malien de Bamako, champion sortant, retrouve l'ambiance du stade Modibo Keïta avec la venue du CS Dougoulofila. Le jeu proposé par les acteurs n'est pas luisant en première période. Le stade malien de Bamako force son destin à la reprise. 61 minutes, sur un pressing des Blancs, Issaka Samake, monté aux avant-postes, dépose parfaitement le ballon sur la tête de Boubacar Sempara, l'ancien joueur de l'ASB, pour le seul et unique but du match. Le face-à-face COB-ASB a toujours passionné le public. Ces 2 équipes pratiquent un football à la fois technique et physique. La première période est à l'avantage du COB. 42e minute, suite à une mésentente entre le défenseur Idrissa F. Keïta et son gardien, l'attaquant olympien Henri T. Sandai marque. À peine la pause entamée, une coupure d'électricité s'invite au stade Modibo Keïta pendant 20 bonnes minutes. La seconde mi-temps peut démarrer. Comme un coup de poignard, l'ASB dans le temps additionnel revient à hauteur par Zamblé Stéphane. Un nul au goût amer pour les COB. L'ASB a eu les ressources nécessaires de grappiller 1 point. Avant d'aborder la 3e journée le week-end prochain, le COB et l'ASB ont encore des rodages à faire. L'écrivain malien, page noire de ce journal, l'écrivain malien Moussa Konaté n'est plus mort en France à l'âge de 62 ans. Moussa Konaté a fait découvrir au monde le Mali authentique. Installé en France, l'écrivain n'a jamais perdu de vue sa terre natale, soit par le festival Étonnant Voyageur qu'il a dirigé pendant 10 ans, soit par ses essais où il interrogeait la situation politique de son pays. Garibou Pérou nous parle de Moussa Konaté. Le festival Étonnant Voyageur se présentait au départ en 2001 comme un pari. On a vu au fil du temps, on a vu les choses évoluer, on a vu un public de plus en plus important, on a vu des jeunes qui s'intéressent de plus en plus à cette manifestation. Sourire aux lèvres, voix douce et imposante, c'est bien lui Moussa Konaté. L'écrivain malien s'est éteint samedi dernier à son domicile à Limoges en France, où il vivait depuis 1999. Né à Kita en 1951, Moussa Konaté est diplômé en lettres de l'école normale supérieure El Soup de Bamako. Passionné par la littérature, il abandonne la fonction publique pour se consacrer à l'écriture. Moussa Konaté a publié une 20aine de livres. Publication symbole de l'étendue de son savoir et sa souplesse verbale. Le prix de l'âme est le titre de son premier roman paru en 1981. Dramaturge, romancier, co-directeur du festival Étonnant Voyageur à Bamako, Moussa Konaté est aussi éditeur. Il a créé en 1997 les éditions Le Figuier, devenant ainsi le premier écrivain éditeur du Mali. Parmi ses œuvres, on peut citer En route pour Tombouctou, Les mondes d'Ogon et l'Afrique noire est-elle maudite. Une œuvre dans laquelle l'auteur se demande pourquoi tant de corruption, tant de guerres et pourquoi l'Afrique tarde-t-elle à se développer. Cette œuvre donne le plaisir de la lecture pour la jeunesse qui lui tenait à cœur. Marié et père de 2 enfants, le corps de Moussa Konaté arrive à Bamako samedi prochain et les obsèques auront lieu dimanche à Bamako. Le ministre de la Culture, au nom du gouvernement et du monde de la culture, profondément éprouvé par une si grande perte, adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt, tout en ayant une pensée pieuse pour ce éminent homme de lettres dont le parcours honore le Mali et au-delà le continent africain. Paix à son âme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Mohamed Touré et je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions du soir. À demain.